On va parler de prévisibilité des étiages et d'évaluation des chaînes de prévision. Donc, ça faisait partie des questions et des défis du projet Cyprès. Et pour aborder la question, on va juste redéfinir un petit peu la prévision. Alors, on en a vu beaucoup depuis ce matin, donc on va passer vite, mais une prévision, c'est tel que vous pouvez la voir là, c'est une prévision type issue de la plateforme Prémisse avec là pour une prévision à 3 mois forcée par des scénarios climatologiques historiques, 64 vecteurs de prévision qui, euh, qui sont associés à un bassin versant sur lequel on peut voir ici des débits observés, des débits modélisés par une chaîne de modélisation. Et on peut voir comment se positionne cette prévision, ce faisceau de prévision par rapport à des quantités historiques. Alors, si on veut résumer cette prévision, on peut regarder, choisir une statistique d'étiage. Alors, en l'occurrence, sur le graphique de droite, là, c'est un BCN10. Et on peut positionner la distribution de la prévision versus les quantités historiques et versus les observés réellement réalisés. Alors, si on veut qualifier cette prévision, ce n'est pas forcément toujours simple. Je peux illustrer deux exemples de rejets de prévision, des longs rejets de prévision. Alors là, je vais regarder des BCN 30 et pour des prévisions qui seraient effectuées une fois par an. Je vais montrer un exemple de ce que j'appelle une bonne prévision, à savoir finalement sur un bassin qui est relativement bien modélisé et sur lequel on a une bonne prévisibilité. On a des box-plots de prévision, ici de distribution des BCN 30, qui encadrent bien les observés réellement vus sur le bassin. Et puis, si je montre maintenant ce rejet de prévision, on sera d'accord pour le qualifier de moins bon. Et là, on est là, en l'occurrence, sur un bassin assez mal modélisé et sur lequel on a une faible prévisibilité, pardon, et pour lequel la plus-value de la prévision par rapport à un historique observé n'est pas forcément démontrée. Dans le cadre du projet Prémisse, on a dit que le projet Prémisse, c'est un projet qui a duré un certain nombre d'années. On avait développé, avec les partenaires du projet, un certain nombre de métriques pour qualifier les chaînes de prévision. Et pour autant, le retour d'expérience, c'est que ces nombreuses métriques, elles étaient utiles pour les modélisateurs, les spécialistes, mais elles étaient un petit peu moins pour les utilisateurs de par leur complexité. Donc là, le choix qui a été fait dans ce qu'on va vous présenter, c'est plutôt de se focaliser sur une métrique synthétique. Alors, je ne vais pas reparler du CRPSS, où ça a été présenté dans plusieurs présentations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est concentré sur cette métrique qui permet de quantifier le gain de performance probabiliste par rapport à la climatologie des débits. C'est un skill score, au sens de score de compétences par rapport à une climatologie et débit. Et c'est un score qui permet d'associer deux caractéristiques fondamentales d'une prévision probabiliste, qui sont la fiabilité, donc l'adéquation entre les probabilités prévues et observées, et puis la résolution, à savoir la capacité des prévisions à discriminer des situations distinctes. Et donc là, en l'occurrence, on a appliqué ce score à différentes variables, en particulier à une métrique d'étiage, ici le BCN10, et puis une autre métrique qui a un horizon de prévisibilité, c'est-à-dire une durée pendant laquelle la prévision est statistiquement meilleure que la climatologie des débits. Et quelles questions on a abordées à partir de là elles sont de deux types. La première, c'était la question d'évaluation de la prévisibilité hydrologique des étiages, à savoir quelle prévisibilité des débits d'étiage à partir de la seule connaissance de l'état hydrique d'un bassin versant au moment de la prévision. Et donc ça, évidemment, on doute que ça dépend du bassin versant et puis de la saison, puisqu'on parle ici finalement de la mémoire hydrologique d'un bassin versant. Donc là, on se concentre sur la composante hydrologique de la prévisibilité, puisque la prévisibilité d'un système de prévision comme prémisse, c'est une prévisibilité hydrométéorologique, qui est la somme d'une prévisibilité météo et d'une prévisibilité hydrologique. Là, on va s'intéresser uniquement au volet hydro. Et puis la deuxième question qu'on a abordée, c'était la question d'évaluation des chaînes de prévision opérationnelles de prémisse, en comparant les différentes chaînes de modélisation, en regardant l'apport d'approches multimodèles, et puis en s'intéressant à l'apport éventuel de post-traitement statistique à ces chaînes de prévision. On a travaillé sur une base de données là, en l'occurrence, de 478 bassins. Donc, c'est un sous-ensemble de la base prémisse sur lequel on a appliqué un filtre pour avoir une hydrologie peu influencée et une bonne qualité de données hydrométriques, et puis tout en gardant une bonne couverture du territoire métropolitain.
Et les rejeux de prévision sur lesquels on a travaillé, c'est des rejeux d'une dizaine d'années de prévision, donc 2013-2022. On a extrait 4 prévisions par mois, ça fait à peu près 480 prévisions par chaîne de modélisation. On a évalué les 4 chaînes disponibles dans la base prémisse, à savoir issues des modèles GRCZ, Gardenia, Présage et Mordor SD. Alors je précise que c'est le présage avant la thèse d'Ajar, c'est le présage historique, avant correction des récessions. Et puis, on a travaillé sur des prévisions à 90 jours issues de 64 membres climatologiques. Voilà, et je passe la main à ma collègue Émilie pour les présentations des résultats. Donc, le protocole que Mathieu vous a présenté, on l'a mis en œuvre dans un premier temps pour évaluer la prévisibilité hydrologique des étiages. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et une manière de faire ça, c'est de regarder comment évolue l'horizon de prévisibilité du point de vue d'un modèle. Donc, on vous présente ici les résultats des horizons de prévisibilité sur l'ensemble de la base au 1er juin, donc pour les prévisions du mois de juin, vues depuis le modèle Mordor. Et on fait l'hypothèse ici qu'on a peu de sensibilité au choix du modèle et que les 4 modèles représentent tous le même comportement hydrologique. Donc, qu'est-ce qu'elle montre, cette carte d'horizon de prévisibilité? Elle nous permet de discriminer des bassins à forte prévisibilité, donc comme le bassin présenté en haut, on voit qu'on a un horizon de prévisibilité supérieur à 90 jours, donc qui dépasse la durée de la prévision. Et ici, pour ce cas-là, on a donc un état initial qui est très informatif, et ça, on peut faire le lien avec l'inertie de la nappe, ce qui est illustré sur la figure du régime à droite. Et à contrario, on a d'autres bassins avec des prévisibilités très faibles. C'est ce qui est illustré sur le cas du bassin, sur le cas du bas, où cette fois-ci, on voit que rapidement, au bout de 10 jours, on a très peu de prévisibilité pour cette prévision de début du mois de juin. Et ici, donc, on a un état initial qui est très peu informatif et qu'on relie à une faible contribution de la nappe. Donc, plus généralement, ce que nous montre la carte, c'est qu'on a une forte variabilité régionale de la prévisibilité et que cette prévisibilité qui est intrinsèque au bassin versant, elle est au premier ordre liée, comme on l'a dit, à la contribution de la nappe dans les écoulements. C'est ce qu'on illustre ici avec la comparaison avec la carte des BFI, sur laquelle, au premier ordre, on retrouve les motifs d'horizon de prévisibilité avec des noyaux de forte prévisibilité, notamment sur les bassins de Seine-Normandie, et à contrario, des zones de très faible prévisibilité, comme on identifiait déjà, par exemple, sur la région de la Bretagne. Donc ça, c'est un premier aspect auquel on s'est intéressé dans cette démarche d'évaluation de la prévisibilité. Et deuxième aspect, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, c'était un aspect d'évaluation des chaînes de prévision qui sont proposées dans Prémisse. Donc pour cela, l'idée ici, c'est de présenter une synthèse tout bassin. On regarde plus seulement on regarde plus les horizons de prévisibilité, mais les CRPSS calculés sur les VCN10, où on compare les performances des différentes chaînes de modélisation discriminées par mois de prévision. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on note? Qu'on a une amélioration des performances des chaînes de prévision sur les mois d'été, en cœur de saison d'étiage. Pourquoi? Parce que plus un étiage a lieu proche du début de la prévision, plus évidemment on peut imaginer qu'on le prévoit correctement. Donc, globalement, effectivement, une augmentation des performances de prévision des VCN10 au cœur de la saison d'étiage et ensuite... Et ensuite, si on compare les performances des différents modèles, globalement, on voit qu'on a des performances qui sont relativement comparables d'un modèle à l'autre, avec évidemment des nuances d'un bassin à l'autre. Et petite nuance cependant pour présage, où on voit que les gains les CRPSS sont plus faibles en cœur d'été. Et ça, on le relie à un problème de dispersion finalement des prévisions sur les mois d'été. Donc, comme on l'illustre ici sur ce bassin-là, où on voit qu'on capte très bien
la variation interannuelle là, de sévérité des étiages dans les modèles Mordor, GR6, Gardenia, et qu'on a des prévisions plus dispersées du côté de présage. Et donc, évidemment, cette dispersion affecte les scores de prévisibilité. Pour poursuivre cette démarche d'évaluation des chaînes de prévision, un autre aspect qui était cher au projet, dans ce Work Package, c'était d'évaluer l'intérêt d'une approche type multimodèle. La question étant, est-ce qu'on peut bénéficier des apports de chacune des chaînes de modélisation via la construction d'un multimodèle? Et pour ça, on s'intéressait à un multimodèle construit de deux manières différentes. Tout d'abord, d'une manière assez naïve, qui consiste à concaténer finalement tous les membres des prévisions des 4 modèles. Donc, on a cette fois-ci un faisceau de 4 fois 64 membres. Et une deuxième formulation, qui est une pondération intelligente. On va dire que chacun des modèles est pondéré sur chaque bassin en fonction de ses performances sur la période passée. On reprend la synthèse précédente en adjoignant cette fois-ci aux quatre modèles unitaires les deux multimodèles selon les formulations de super ensemble et via pondération intelligente. Et on voit qu'on a des gains importants de cette formulation du multimodèle, des deux multimodèles, notamment sur les mois d'été où on augmente de manière significative la qualité de la prévision. Et c'est ce qu'on illustre ici, par exemple, sur une prévision du mois de juillet. On a les modèles unitaires en gris et les performances du MM2 avec pondération intelligente, où on voit que globalement, on arrive à avoir des prévisions qui sont à la plus fines et ou plus justes d'une année à l'autre. Dernier axe du projet et qu'on a exploré dans ce Work Package notamment, c'était l'apport de post-traitement de prévision. En appliquant ici plusieurs post-traitements statistiques, et la question était d'évaluer l'apport de ces post-traitements sur la qualité des prévisions. Donc, on a testé l'apport de trois post-traitements mis en œuvre séquentiellement qui constituent des post-traitements qui sont mis en œuvre dans nos chaînes de prévision opérationnelle à EDF, à savoir une première étape de débiaisage des modèles hydrologiques via une technique quantile-quantile, une deuxième étape de recalage sur les dernières observations et une troisième étape d'habillage des prévisions qui permet de régler les problèmes de sous-dispersion de ces prévisions en prenant en compte les erreurs empiriques. Donc, on illustre ici très rapidement l'impact sur les faisceaux de prévision des trois post-traitements. Je passe rapidement, c'était simplement à titre illustratif. Et ce qu'on veut montrer, c'est que donc, en appliquant ces post-traitements de manière massive sur l'ensemble de la base, on voit qu'on améliore significativement la qualité de la prévision des VCN10 pour plus de 70% de la base. Donc, on l'illustre sur un exemple à droite où on voit l'impact successif des différents post-traitements dépendant du mois de prévision. Et à noter ici que pour les 30% de bassins sur lesquels on n'a pas un impact positif de ces post-traitements, on rappelle qu'on a fait une application massive sans adapter bassin par bassin la paramétrisation de ces post-traitements. Et on imagine donc qu'avec une paramétrisation plus fine de ces post-traitements, on pourrait aller chercher encore du gain de cette chaîne de post-traitement sur la qualité de la prévision. Voilà, on arrive au bout de la présentation. Merci.